Le premier pas pour mettre fin à l'inégalité dans le domaine de l'éducation pour les jeunes francophones du Nouveau-Brunswick commence aujourd'hui. La communauté acadienne et francophone a été très patiente, incroyablement patiente, à attendre que son gouvernement respecte ses obligations constitutionnelles envers elle. Mais à la lumière des torts irréparables que ce manque à ses obligations constitutionnelles a causé à la communauté acadienne et francophone, la patience vient à bout aujourd'hui. Un gouvernement a le choix de respecter ses obligations constitutionnelles. S'il dit oui, on peut travailler main dans la main. Mais s'il dit non, il faut prendre les choses en main et mettre fin à l'inégalité. Et c'est ce qu'on annonce aujourd'hui. Ma présentation sera divisée en 3 points. Premièrement, je vais faire une révision du contexte historique et légal pertinent à la présentation. Deuxièmement, on va parler d'une piste qui s'est présentée à nous tous pour mettre fin à l'inégalité en matière d'éducation. Et troisièmement, comment finalement cette piste n'a pas été suivie et qu'on doit commencer aujourd'hui le premier pas pour s'assurer qu'on trouve une solution permanente à la question de l'inégalité envers la communauté francophone, surtout les jeunes francophones ici au Nouveau-Brunswick. Pour commencer à faire un survol historique, je peux vous dire que les choses, jusqu'à la fin des années 60, les choses allaient relativement bien pour la communauté francophone du Nouveau-Brunswick. Si je commence au début, le Nouveau-Brunswick, 1867, en 1869, le premier ministre George Edwin King passe la loi. OK, là, je sais que vous êtes tous en train de dire « Oh non! » La présentation va être longue. Non. Écoute, je vais passer de 1869 à 1969. Donc, on va parler de 1869 à 1909. George Edwin King, lui, donc, qui était premier ministre, qui a passé une loi qui s'appelait la loi sur les écoles communes. Et puis, ce que je peux vous dire en 1869, c'est pertinent à comprendre un peu la pertinence de la transformation de la fin des années 1960, c'est qu'il ne permettait pas, pour toutes les raisons pratiques, c'est qu'il donnait beaucoup de fil à retordre pour avoir de l'éducation en français. Donc, vous avez toujours eu beaucoup de fil à retordre, depuis les débuts. Mais la réalité, c'est que depuis les débuts, ce n'était pas cause pour la communauté de voir une situation de tort irréparable qui se présentait. Parce que la réalité au Nouveau-Brunswick, comme en effet dans toute la francophonie du Canada, les églises étaient fortes. Les églises étaient francophones. Les familles étaient fortes et les familles étaient francophones. Et les jeunes, on ne se posait pas des questions. On parlait français, les parents parlaient français. Et c'était très fort. L'église était très forte, la communauté était très forte, les villages étaient très forts. Ce qui faisait en sorte que, même si on était exposé à l'élément anglophone, souvent au travail ou à d'autres places, même à l'école, on perdait notre langue et notre culture n'était pas menacée parce qu'on vivait dans on avait une couverture, si on veut, qui était très forte, qui protégeait la langue et la culture. Mais ce qui est arrivé dans la fin des années 60, c'est qu'il y a eu une transformation incroyable, pas juste au Nouveau-Brunswick, en effet partout au Canada, puis en effet jusqu'à un certain point partout au monde. L'Église a commencé à perdre beaucoup de poids. Donc, parce que l'Église perdait beaucoup de poids, cette couverture qui protégeait la communauté, notre langue et notre culture, a commencé à s'effriter. Les familles ont commencé à jouer un rôle qui était beaucoup moins important, moins dominant dans la vie des enfants. Donc, ce qu'on voyait, c'est qu'en même temps que la couverture a commencé à s'effriter, les médias anglophones ont commencé à jouer un rôle primordial dans la vie de tout le monde. C'était surtout les médias américains. Donc, ce qu'on a vu faire, c'est que la musique, les livres, les journaux, etc., tout était en anglais. Donc, ce qu'on a vu se passer, puis c'était ça finalement le gros défi, c'est que la culture et la langue étaient sous attaque, mais lorsqu'on se tourne de bord pour avoir la protection qu'on avait besoin, la couverture avait disparu. Et il y a eu aussi en même temps une urbanisation importante qui continue encore aujourd'hui, où plusieurs francophones qui demeuraient beaucoup dans le secteur rural ont commencé à déménager dans les plus grandes villes. Et ce déménagement a causé, entre autres, une indécisation de la population. Alors, je peux vous dire que la même transformation s'est produite. Moi, je suis originaire d'un petit village francophone dans le nord de l'Ontario. On a eu la même transformation. Puis Maître Poliquin, qui travaille avec moi ici dans le dossier, qui a un doctorat en effet en linguistique de l'Université Harvard, commentait que cette transformation sociale
sur la langue, l'impact sur la langue se fait voir même en tant que linguiste. C'est une réalité. Pour l'urbanisation, à Fredericton, qui est la capitale finalement de la province bilingue, 45% des personnes de langue maternelle française parlent plus souvent l'anglais que français à la maison. Ça, c'est presque la moitié. Même à Moncton, 23% des francophones, des personnes dont la langue maternelle est le français, parlent plus souvent l'anglais à la maison. Donc, il y a de quoi s'inquiéter finalement de cette urbanisation. Parce que vous devez comprendre, parce que c'est vers ces centres-là que se dirige la communauté francophone. Donc, la vulnérabilité, c'est finalement ce qui est plus important de la raison pourquoi on procède à faire ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que la langue et la culture est menacée. Nous sommes devenus vulnérables. Et c'est la réalité de cette vulnérabilité qui fait en sorte qu'on se retrouve ici aujourd'hui, littéralement tous les chefs de file de la communauté francophone du Nouveau-Brunswick, pour finalement voir qu'est-ce qu'on doit faire pour freiner finalement les torts irréparables qui vont découler. Le tort irréparable qui découle, puis finalement on entend parler beaucoup, c'est l'assimilation. Et juste à côté, c'est correct, je ne sais pas que tu t'étouffes. Parce que ce qui arrive, c'est si tu t'étouffes, dans le journal de demain, on va juste parler, il y a quelqu'un qui s'est étouffé à l'union. Prends ton temps, on peut s'assurer que c'est la substance de la... Tu connais le Richard? Bon. Donc, si on regarde l'assimilation, c'est pas finalement très compliqué. Chaque jour, puis moi je veux dire, c'est le même que tous les francophones à l'extérieur du Québec doivent vivre, c'est depuis des décennies, c'est que chaque jour, il faut faire des efforts pour préserver notre langue et notre culture. Mais c'est plus fondamental que ça. Parce que ce que je dois dire, c'est qu'en effet, c'est pas juste qu'il faut faire des efforts. C'est que chaque matin, on doit décider, puis littéralement, c'est de la façon que ça se passe, on décide, est-ce qu'on continue à faire des efforts pour vivre en français? Donc ce matin, le 30 mai, on se réveille, le francophone se réveille, l'Acadien, le francophone du Nouveau-Brunswick se réveille, est-ce que je vais continuer à faire des efforts aujourd'hui? Puis ce que je peux vous dire, c'est ce matin, puis moi je veux dire littéralement le 30 mai 2015, partout au Nouveau-Brunswick, le Nord-Ouest, la vallée de la rivière Saint-Jean, Baie Fundy, le Sud-Est, la vallée de la rivière Miramichi, péninsule acadienne, baie des Chaleurs et la vallée de la Restigouche, dans toutes ces régions de la province, il y a des francophones qui, ce matin, ont décidé qu'il n'était plus pour faire des efforts, que c'était fini, ils ne faisaient plus d'efforts, puis qu'ils arrêtaient de faire des efforts pour vivre en français et préserver leur langue et leur culture. Et c'est de là l'assimilation. Et c'est arrivé ce matin. Et ça va arriver demain matin. Et ça va continuer à arriver. Parce que c'est la réalité. Puis moi, quand je vous parle de cette réalité d'assimilation, écoute, je vous parle de ça, puis vous savez que je ne parle pas en théorie. Parce que vous connaissez des personnes avec qui vous êtes allés à l'école, des personnes dans vos villages, vos voisins, des membres de nos familles qui ont décidé de cesser de vivre en français. Le nerf de la guerre pour empêcher l'assimilation et finalement mettre fin à ce tort irréparable, parce que c'est un tort irréparable. Moi, je peux vous dire là, que c'est incroyablement exceptionnel qu'un francophone qui va devenir assimilé va redevenir francophone. Maintenant, les écoles tentent de récupérer les enfants de ces personnes-là. Moi, tout ce que je vous dis, c'est qu'il faut éviter. L'analogie que j'aime donner, c'est la suivante. Lorsque on est francophone au Nouveau-Brunswick, c'est comme si continuellement on doit nager. On doit continuellement nager pour ne pas se noyer. Si on se noie, c'est pas qu'on va mourir, c'est qu'on devient anglophone. C'est intéressant l'analogie. C'est ça, bon. Mais il faut toujours nager. Mais les anglophones, eux, ils se promènent en bateau. Parce qu'eux autres se promènent en bateau et nous autres, on doit nager. Mais si on ne nage pas ou si on cesse de nager, on finit dans le bateau. Et la seule façon de préserver la langue et notre culture, c'est de nager. Ceux qui deviennent assimilés rentrent dans le bateau. Une fois que tu rentres dans le bateau, ça fait du temps que tu es dans le bateau, tu oublies comment nager. Puis tu ne montres pas à tes enfants comment nager. Parce que les enfants n'ont pas besoin de nager. C'est de là, finalement, que le tort irréparable, c'est que la personne qui devient assimilée, on ne parle pas juste cette personne-là. On parle de toutes les personnes souvent autour de cette personne-là,
les futures générations avec de cette personne-là. C'est pour ça finalement que c'est des torts irréparables. Le tout commence à l'école. Les écoles sont le premier refuge pour assurer la survie de la communauté. Puis nous, jusqu'à un certain point, c'est évident qu'on n'est pas les seuls qui ont des écoles. Les anglophones ont des écoles. Et lorsqu'on regarde une situation où la qualité de l'éducation qui est offerte à nos enfants est inférieure à la qualité de l'éducation qui est offerte aux jeunes anglophones, on doit se poser la question. Je dois vous dire, les questions qu'on se pose, c'est peut-être pas les questions que vous pensez qu'on se pose. Une des questions qu'on se pose, la question initiale, c'est de se dire, oui, mais écoute, il faut faire quelque chose à propos de ça en tant que francophone pour changer ça, pour que finalement l'éducation en français soit aussi bonne que l'éducation en anglais, parce que je veux que mes enfants aient une bonne éducation. Ça, c'est la question qu'on se pose dans cette salle-ci. En fait, les gens dans cette salle se posent cette question-là. Vous voyez, les francophones, là, les francophones sont convaincus ou vulnérables à différents niveaux. Il y a ceux à un extrême, exemple Jacques Verge, qui est à un extrême. Jacques, lui, quelqu'un pourrait lui mettre un fusil à la tempe, puis lui dire, t'es mieux de nier tes francophones, je vais te tirer, puis Jacques va dire, tire-moi. Mais à l'autre extrême, c'est extrême ici, Richard. Arrête d'imaginer des choses, ça ne met pas drôle un peu. À l'autre extrême, qu'est-ce qu'on a? Si on a des gens qui sont tellement vulnérables que si ils vont à Tim Hortons, à Bathurst, devant, c'est quoi, Host, Atlantic Host, s'ils vont à Tim Hortons là une autre fois, puis ils disent, est-ce que je peux avoir un café? Puis que la femme a dit, I don't speak French, don't you speak English? Ils vont arrêter de faire des efforts pour vivre en français. Je vous dis, on est à un extrême. Moi, quand je vous parle, là, je vous parle des gens qui sont à l'autre extrême. Parce que c'est ces gens-là qui sont vulnérables, c'est eux qu'il faut protéger. Puis les gens qui sont à cet extrême-là, eux autres sont pas en train de se poser des questions. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer l'éducation en français? La question qui se pose, c'est pourquoi je n'envoie pas mon enfant à l'école anglaise? Ça, c'est la question qui se pose. C'est la question logique. Je veux que mon fils ou ma fille ait la meilleure éducation possible pour que plus tard, sur le marché du travail ou pour faire demande à l'université, peut-être même Harvard, il faut qu'il y ait des bonnes notes. Non, mais il faut qu'il y ait une bonne éducation. Ben, pourquoi je les enverrais à l'école francophone? On le sait que l'école anglophone, c'est mieux, c'est plus fort, ils ont plus d'investissement. La réalité, c'est que ça coûte moins cher offrir une éducation en anglais que de l'offrir à une minorité linguistique. Donc, c'est évident qu'ils sont capables de faire plus avec l'argent qu'ils ont. Ils sont en mesure d'offrir une éducation qui est supérieure. Puis ça, on le sait. On n'a pas appris ça hier. Il y a personne qui était surpris d'apprendre que quelqu'un est surpris. Quoi? De quoi tu veux dire quoi? C'est meilleur en anglais? C'est évident, ça fait des années. Donc, juste après que je passe, donc ça c'était la première partie, c'était le contexte historique qui nous amène aujourd'hui. On peut voir un peu le cheminement qu'on a fait, la réalité sociale, toutes les réalités qui mènent à la situation de dossier factuel. Maintenant, j'aimerais brièvement, dans les faits c'est pas brièvement, j'aimerais... c'est pas vrai. J'aimerais expliquer en détail, mais ça va être vraiment, mais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. OK, wow. C'est des comédiens, deux comédiens à Saint-Laurent. Donner des commentaires. Donc, non, écoute, ça c'est pas long. Il y a eu une évolution. Et je dois vous dire que je vous parle en tant qu'avocat. En tant qu'avocat, quand je vous parle de vos droits, je dois vous dire que je serais surpris s'il y a une communauté linguistique minoritaire au monde qui a des meilleurs droits dans des lois et dans la jurisprudence que les Acadiens, les francophones du Nouveau-Brunswick. Ça, je suis sérieux. Mais vous voyez que vous avez les droits. Bon, c'est une chose d'avoir des droits, mais c'est une autre chose de faire respecter vos droits. Mais vous avez les droits. Et si on retourne en 1981, on commence en 1981. En 1981, c'est correct là? Merci beaucoup, merci.
Merci beaucoup. Excellent. Bien fait ça. Il y a la loi, en 81, il y a eu la loi reconnaissant l'égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick. Puis je vous cite un extrait de la loi. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, dans les mesures législatives qu'il propose, exemple, n'importe quelle loi, lorsqu'il passe des budgets, etc., dans la répartition qu'il fait des ressources publiques et dans ses politiques et programmes, encourage par des mesures positives le développement culturel, économique, éducationnel et social des communautés linguistiques officielles. Bon, là, je vais vous conter un petit secret. Là. Quand on dit des communautés linguistiques officielles, là, on parle de la communauté francophone. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de nécessité d'avoir des mesures positives pour aider les anglophones au Nouveau-Brunswick. Donc, imaginez-vous qu'il y a une obligation légale, okay, de prendre des mesures positives dans tout, incluant la répartition qu'il fait des ressources publiques, la façon qu'ils dépensent leur argent. En 1982, on passe la Charte. Et dans la Charte, il y a un article 16.1 qui se lit, et je le lis comme suit, « La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d'enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion. » Essayez de vous imaginer, c'est ce texte-là qui est un texte constitutionnel, une obligation constitutionnelle. Imaginez-vous si ça permet, ou quelqu'un pourrait même s'imaginer que ça permet que les deux, on peut savoir nos institutions, mais que les leurs soient meilleurs que les nôtres. C'est clair, un statut et des droits et privilèges égaux. Donc ça, c'est une obligation constitutionnelle de votre gouvernement. En 1986, la Cour suprême du Canada a entendu une cause impliquant la Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick, la SNB. Il y a eu un jugement qui était rendu. Et le jugement a causé beaucoup de fil à retordre pour toutes les minorités linguistiques au Canada pour plusieurs années, parce que ce que la Cour, c'était le juge Betts, qui est un juge du Québec de la Cour suprême, avait énoncé, c'est que les droits constitutionnels linguistiques ne sont pas comme les autres droits constitutionnels comme liberté d'expression, le droit d'association, etc. Parce qu'il a décrit ces droits-là comme étant des droits fondamentaux, tandis que les droits linguistiques étaient décrits comme des droits politiques, de nature politique, qui étaient le résultat d'un compromis politique. Mais dans sa dissidence à ce jugement-là, le juge Dixon, qui était pour devenir le juge en chef, a écrit finalement que non, il était absolument en désaccord. Lui disait que la protection des minorités linguistiques devait toujours être une grande priorité pour le Canada. Donc ça, c'est en 1986. 2 ans plus tard, en 1988, dans une année qui s'appelle Mercure, la Cour suprême du Canada, puis là, finalement, avec le juge Dixon, suivre finalement ce que lui indiquait, a confirmé que les droits linguistiques étaient essentiels à la viabilité de la nation. La survie du Canada dépendait en grande mesure sur le respect des minorités linguistiques à l'extérieur du Québec, finalement la minorité linguistique anglophone au Québec. Puis imaginez-vous, là, c'est pas mal évident. Comme pays, moi je parle de toutes les provinces, comme pays, une des choses qui fait qu'on demeure comme pays, c'est le fait qu'on a des minorités linguistiques partout et que le Québec a un intérêt à cause des minorités linguistiques francophones et que tout le monde a un intérêt avec le Québec suite aux minorités anglophones au Québec. En 1990, on passe l'arrêt May. Puis l'arrêt May reconnaît l'importance finalement de l'article 23 à remédier à l'échelle nationale l'érosion progressive des minorités parlant l'une ou l'autre des langues officielles et que finalement ils devaient être traités comme partenaires égaux. Donc, en 1990, nous autres on parle de 15 ans passés là. Plus de 25 ans passés. Bon, ça sera même plus longtemps. 25 ans passés. La Cour suprême dit c'est essentiel à ce que, dans le domaine de l'éducation, les minorités soient traitées comme des partenaires égaux. Un partenaire égal, c'est pas quelqu'un qui a des millions de dollars de moins du côté pratique pour pouvoir, qui lui manque pour offrir une éducation de qualité équivalente à celle qui est offerte aux anglophones.
En 1998, il y a le Jean Chrétien, suite à la petite peur qu'on a tous eue suite au référendum au Québec, envoie à la Cour suprême du Canada un renvoi, puis lui demande, écoute, c'est quoi les règles de séparation si jamais une province décide de se séparer du Canada? On veut savoir un peu c'est quoi les règles du jeu, c'est quelque chose de genre. Et la Cour suprême rend sa décision, puis parmi ceux qui siégeaient, il y avait le juge, notre ami, le juge Bastarache de la Nouveau-Brunswick. Et dans le renvoi, qui est un jugement de toute la Cour, on a expliqué qu'il y a des principes, le contrat, parce que la Constitution c'est un contrat entre les provinces, il y a une partie du contrat qui est écrite, puis une partie qui n'est pas écrite. Et dans la partie qui est non écrite, il y a des obligations qui sont aussi importantes que les parties écrites. Puis une de ces obligations-là, c'est la protection des minorités linguistiques. Donc, même dans le document constitutionnel de 1867, il y a un principe non écrit d'une obligation de protéger les minorités linguistiques. L'année suivante, en 1989, le juge Bastarache a un jugement dans la décision Beaulac. C'est une décision impliquant un francophone qui tentait d'obtenir des droits, finalement, pour avoir un procès criminel en français. Et dans l'arrêt Beaulac, le juge Bastarache a confirmé, finalement, avec la Cour suprême, que les droits constitutionnels, linguistiques, sont aussi importants que les autres droits constitutionnels. Le droit à la association, liberté d'expression, tous ces autres droits-là, les droits, finalement, linguistiques, sont aussi importants et que lorsqu'on va leur donner, on va les interpréter. Lorsque les tribunaux vont interpréter les droits constitutionnels linguistiques, ils doivent garder en tête pourquoi est-ce qu'on a ce droit-là et qu'est-ce qu'on doit faire pour l'interpréter afin d'assurer qu'on puisse réaliser l'objectif de ce droit-là. Donc ça, c'est très important parce que l'objectif, c'est de préserver et protéger les minorités linguistiques. En 2001, la Cour d'appel de l'Ontario rend sa décision dans le dossier de l'hôpital Montfort. Et dans le dossier de l'hôpital Montfort, ce qui est important, c'est que finalement, c'est une cause que le gouvernement a acceptée. Ils ont accepté le jugement de la Cour d'appel de l'Ontario. C'est pour ça que finalement, ça ne s'est pas rendu à la Cour suprême du Canada. Et quand j'ai plaidé la cause Montfort, une des choses qui était très importante pour l'hôpital Montfort, c'est d'obtenir, finalement, ils ont obtenu une déclaration qu'un gouvernement ne pouvait pas prendre des décisions dont l'impact était d'envoyer un message aux membres des minorités linguistiques de différentes provinces que ça ne vaut pas la peine de continuer à faire des efforts pour préserver ta langue et ta culture. Ça, c'est l'importance du jugement Montfort. Puis il y a une autre importance, je vais y arriver tantôt, mais c'est essentiel. 2002, une décision ici dans les provinces maritimes, à l'île du Prince-Édouard, la décision Arsenault-Cameron. 2002, 13 ans passés, je vais vous lire un court paragraphe de ce que la Cour suprême du Canada a énoncé. Une interprétation fondée sur l'objet des droits prévus à l'article 23 repose sur le véritable objectif de cet article qui est de remédier à des injustices passées et d'assurer à la minorité linguistique officielle un accès égal à un enseignement de grande qualité dans sa propre langue. 2009. Là, vous êtes content, 2003-2009, il va accoucher, il va accoucher. En effet, c'est l'avant-dernière décision dont je parle. Desrochers, on parlait de qu'est-ce que c'est un accès égal. Et ce que, finalement, la Cour a déterminé dans Desrochers, c'est que, ça c'est très important pour notre dossier, c'est lorsqu'on veut assurer, c'est un jugement de la juge Charon, Louis Charon, lorsqu'on veut assurer des services de qualité égale à la minorité linguistique, égale à ceux offerts à la majorité linguistique, c'est obligatoire, quand c'est pertinent, puis ça l'est, exemple, dans le domaine de l'éducation, de prendre en considération la réalité de la communauté francophone et de s'assurer d'offrir les services d'une façon différente, même si ça doit coûter plus cher, pour pouvoir offrir des services de qualité égale. Tu ne peux pas simplement faire la même chose que tu fais pour la majorité. Ça, c'était une très grosse décision. Puis quand j'ai plaidé la cause Desrochers, la cause Desrochers découlait finalement d'une situation dans l'ouest de l'Ontario où il y avait une société de développement économique, puis c'était essentiel pour la société de développement économique qu'elle puisse obtenir du gouvernement fédéral une reconnaissance
qu'on devait offrir leur service de développement économique communautaire d'une façon différente pour les francophones. Parce que la culture des francophones est différente de la culture des anglophones. Il fallait prendre en considération cette réalité-là et d'offrir et de répondre à leurs besoins spécifiques. La dernière décision dont je vais vous parler dans cette partie de ma présentation, c'est la dossier de Thibodeau contre Air Canada. Okay? Ça, c'est une cause qu'on a plaidée. On a eu la décision l'année passée. Dans la cause Thibodeau, quelque chose qui est très, très important, c'est que je vous avais parlé de la décision Mercure en 1988, où la Cour suprême du Canada énonçait que la survie et le respect des droits des minorités linguistiques est essentiel à la viabilité, finalement, du pays. Mais 88, ça fait longtemps de ça. Il y a eu beaucoup d'autres juges depuis ce temps-là. En effet, il y a plusieurs juges qui ont été nommés par d'autres gouvernements. Donc, c'était important pour nous de recevoir confirmation de la Cour suprême. On avait toujours la position que c'était ça le cas. Et de fait, ils l'ont confirmé. Donc, ça, c'est on finit la première partie, finalement, de la question du contexte. Là, donc là, c'était on va dire le background. Là, la bonne nouvelle. On a eu une période de très bonnes nouvelles. J'intitule cette partie-ci « La piste d'une fin à l'inégalité est dressée ». Et c'est vrai. Vous vous en souvenez, en 2009, la communauté francophone a commencé à travailler de façon très étroite avec le gouvernement. Et il y a un rapport qui a été produit, finalement un rapport d'une commission qui a étudié la situation linguistique et culturelle du système d'éducation au Nouveau-Brunswick. Et ils ont produit un rapport en 2009, finalement intitulé « L'éducation en Acadie du Nouveau-Brunswick, une voie vers l'autosuffisance linguistique et culturelle ». Et ils ont confirmé dans un rapport, et le gouvernement est impliqué dans cette étude, l'existence d'une inégalité flagrante dans l'éducation offerte aux jeunes francophones. Et ce, depuis longtemps, était inégal à ceux de leurs voisins anglophones. Donc, on a un rapport d'une commission qui confirme finalement que c'est le cas. Tout le monde soupçonnait, tout le monde le savait là dans un rapport d'experts. On dit OK. On dit OK, qu'est-ce que c'est quoi la prochaine étape? On est sur une piste pour mettre fin à l'inégalité. On a reconnu l'inégalité. OK. La prochaine chose, c'est qu'est-ce qu'on doit faire maintenant qu'on reconnaît l'inégalité? La prochaine étape, finalement, ils ont rassemblé un rapport d'experts pour dresser une feuille de route pour que le gouvernement pourrait suivre pour éliminer l'inégalité. En 2010, le rapport du panel d'experts est livré. L'année suivante. Donc, on a une reconnaissance de l'inégalité qui est flagrante. On a finalement un rapport qui dit qu'est-ce qu'il faut faire pour le changer. Et finalement, la prochaine question qui se pose, évidemment, c'est mais combien est-ce que ça va coûter pour qu'on puisse changer ça? C'est intéressant parce que dans le deuxième rapport, ils expliquaient que l'argent est le nerf de la guerre. Donc, l'économiste Pierre-Marcel Desjardins reçoit un mandat, le gouvernement est impliqué dans le dossier, et en 2012, produit un rapport portant sur le financement de l'école francophone qui explique que, pour toute fin pratique, c'est 11,5 millions de dollars que ça va prendre, dont une certaine somme, approximativement 10 millions, qui doit être récurrente. C'est fantastique. On a admis qu'il y avait un problème, on a trouvé c'était quoi la solution, on sait qu'est-ce que ça va coûter pour le faire. Bon, souvenez-vous, le problème, c'est que nos jeunes reçoivent une éducation qui est inférieure à celle qui est offerte aux anglophones. Ça, c'est le problème. On a la solution. Le gouvernement est impliqué à trouver la solution. On sait combien d'argent que ça va coûter. Je peux vous dire qu'en tant que quelqu'un qui a plaidé plusieurs dossiers de droit linguistique, je n'ai jamais vu, comme au gros jamais, un dossier où la solution, le problème était identifié et on avait trouvé la solution. Tout était prêt pour le mettre en vigueur. Donc, évidemment, on aurait pensé qu'en 2013, on aurait commencé à le mettre en vigueur. Là, j'entends des histoires, les gens disent des choses comme « Oui, mais écoute, ça coûte cher, il y a de l'argent, ça coûte de l'argent, ça coûte des millions, ça coûte des millions. » Bien, moi, je peux vous dire que s'il y a quelqu'un ici qui avait un contrat avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick, exemple, leur vente des hélicoptères, et que le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respectait pas le contrat, et que le gouvernement du Nouveau-Brunswick
devait, parce qu'il n'avait pas respecté le contrat, 25 millions de dollars ou 30 millions de dollars. Moi, je peux vous dire tout de suite que le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne pourrait pas se présenter en cours et dire oui, mais écoute, vraiment, on a décidé de ne pas payer les dommages parce qu'on veut investir dans ça. On veut dépenser de l'argent dans ça. Non, ils paieraient le contrat. Et ce que je peux vous dire, là, c'est qu'un contrat d'hélicoptère, c'est pas aussi important que la minorité linguistique d'une province où un tiers de la population forme finalement les membres de cette minorité linguistique et que cette minorité subit des torts irréparables. Moi, je peux vous dire là, que chaque jour que nos jeunes continuent à avoir une éducation qui est inférieure est un jour où ils subissent des torts irréparables. Puis d'autres torts irréparables arrivent du fait que les parents vont commencer finalement à ne pas envoyer leurs jeunes dans nos écoles. Puis ceux qui les envoient, finalement, jusqu'à quel point est-ce qu'ils sont négligents? Est-ce qu'on doit, en tant que francophone, sacrifier la qualité de l'éducation de nos enfants parce qu'on veut préserver leur langue et leur culture? Donc, on s'est dit, écoute, il faut faire quelque chose. Et initialement, il y a eu une annonce du gouvernement qui était pour dépenser 1,5 million de dollars. Donc, l'année 2014-2015, 1,5 million de dollars. Aucune promesse que c'était pas des récurrent. Okay. Donc, on a un gouvernement qui manque à ses obligations constitutionnelles de façon flagrante, manque à ses obligations légales, manque à ses obligations morales envers sa communauté, puis finalement n'a aucune excuse de le faire, sauf, c'est ce que je semble lire quand je regarde les journaux, puis avec les gens qui semblent avoir certains contacts, que ce n'est pas une priorité pour eux. Qu'ils ont une priorité de réduire d'autres dépenses, puis ça, c'est plus important finalement que ceci. Je peux vous dire que toutes les autres dépenses qu'ils refusent ou qu'ils préfèrent payer ou de mettre l'argent ailleurs, ils n'ont aucune obligation constitutionnelle de s'occuper de ça. Mais ils ont une obligation constitutionnelle de s'occuper de leur minorité linguistique. Donc, le nouveau gouvernement arrive. Le nouveau gouvernement arrive, puis tout le monde la communauté est tellement heureuse. La communauté, on est sauvés. On regarde le gouvernement, non mais c'est vrai, c'est extraordinaire. On n'a jamais eu autant de membres de notre communauté qui formaient le gouvernement. Le parti au pouvoir, c'est un parti qui, historiquement, a toujours été très favorable à nous. Et est-ce qu'on peut avoir une meilleure situation? On a un plan de match. On sait ce que ça va coûter, on sait ce qu'il y a à faire, puis on a un gouvernement qui, historiquement, a toujours supporté, finalement, ses responsabilités. Et donc, on a une réunion. On rencontre, il y a des gens de la communauté qui rencontrent, GADEF rencontre ces gens-là, ils rencontrent le gouvernement, puis il y a une discussion, puis la discussion va un peu comme ça ici. Bon, comment ça va? Hey, ça va bien. Hey, on est tellement heureux, vous avez été élus, nous aussi, on est heureux. Donc là, écoute, là, il y a du travail à faire. Oui, on a du travail à faire. Donc, ça va coûter de l'argent, puis il va falloir vous organiser ça. On va organiser ça, ça va s'organiser. Bon, ben écoute, on a fait le calcul, c'est comme 11,5 millions par année. Puis quand le dernier gouvernement a dépensé comme 1,5, il manquait comme 10 millions. Oui, on veut ça. Ben écoute, donc nous autres, on commençait à dépenser ça tout de suite, on subit des torts irréparables. Écoutez, nous autres, on vient d'arriver, là. On peut s'entendre un peu? De quoi? Ben, le gouvernement, écoute, penses-tu qu'on pourrait peut-être le faire sur 3 ans? Puis nous autres, on est comme, ben, qu'est-ce que tu veux dire? Mais comme on va le faire sur 3 ans, on va en payer une certaine partie, puis au bout de 3 ans, quand ça va être à 3 ans, on va avoir payé le plein montant, puis vous allez être là. Donc là, nous autres, on est en train de penser à ça, puis on se dit, ben, écoute, si c'est vrai, puis on va dire qu'ils payent le tiers la première année, le deuxième tiers, ensuite le troisième tiers. Mais écoute, ça fait du sens, on pourrait peut-être faire quelque chose avec ça. Donc, on leur dit, parce qu'on dit, écoute, on prend pour qui vous êtes de bonne foi. Bon, on est de bonne foi. OK. Donc, nous autres, on va être de bonne foi aussi. Nous autres, ce qui est important, c'est il faut que ça arrive. Comme nous autres, là, on ne peut pas juste attendre, puis espérer, puis vous nous donner un petit quelque chose, puis plus tard, vous allez. Comme nous autres, il faut que ça arrive. On veut travailler avec vous autres, c'est certain. Fantastique! Ils quittent la réunion. On s'est un peu entendu. Puis pas entendu, on leur a dit qu'on était prêts à considérer de procéder de ce façon-là. Puis là, on attendait, ben écoute, ils vont venir nous voir, puis on va se parler, puis on va avoir des discussions, puis ça va être fantastique. Le téléphone ne sonnait pas, puis il n'y avait pas de lettres, puis il n'y avait pas d'email, ils n'ont pas envoyé de pigeons. Il n'y avait rien qui se passait. Donc là, on a commencé à dire, écoute, c'est un peu drôle cette histoire-là. Là. Et on a commencé à être inquiet. Et l'AEFNB a commencé à être très inquiète.
Et l'AEFNB, qui travaille évidemment de près avec tous ses membres, qui sont finalement les soldats qui doivent mener le combat pour combattre l'assimilation sur le front, a des contacts avec les parents, des contacts avec les associations des jeunes, puis ils se disent, écoute, là, on ne peut pas faire rien, on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas être en train d'attendre et rien faire quand on continue chaque jour à subir des torts irréparables. Donc, le président de l'AEFNB, Philippe Cyr, et sa directrice générale, Louise Landry, envoient une lettre au ministre de l'Éducation le 24 mars. Une belle lettre. Une lettre très polie. Comme le genre de lettre qu'on aurait espéré avoir reçue du ministre, nous, quand il nous avait dit qu'il n'était pas discuté avec nous. Une lettre très polie. Une lettre qui disait, écoute, il y a eu un panel d'experts, vous étiez impliqués avec la GACEF, et voici les conclusions. Puis, on avait certaines attentes. Puis, écoute, là, un tiers, c'est 3,8 millions, mais c'est comme cette année, 2015-2016, pour ensuite avoir qu'on soit dans le fait de 3 ans qu'on est le plein montant. Puis, écoute, on va juste vous dire que, écoute, on prend pour qui vous allez toujours nous parler, là, puis c'est important que vous nous appelez, puis c'est important de communiquer avec nous autres, parce qu'on ne va pas juste attendre. Là. Si vous faites rien, il va falloir que nous autres, on fasse quelque chose. Parce que vous devez comprendre que si on va faire quelque chose, ça va prendre du temps. Mais le plus longtemps qu'on attend, le plus tard que ça, on va avoir le résultat qu'on veut. Chaque jour qu'on attend, c'est un autre jour plus tard qu'on va l'avoir. Donc, c'est une très belle lettre qui est demeurée sans réponse. Et je dois dire, écoute, il y avait comme un message qui était qu'on sous-entendait, c'était, écoute, qu'est-ce qui est arrivé là? Bien, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il y a deux façons de faire respecter votre droit constitutionnel. Je vous l'ai dit tantôt. C'est soit que le gouvernement décide de respecter le droit ou qu'ils sont forcés de respecter le droit. Puis ce qui est le fun dans un pays comme le Canada, c'est qu'on peut aller forcer le gouvernement de respecter les droits. Juste brièvement, dans le dossier Montfort, le gouvernement de l'Ontario, qui était finalement à l'époque, pas encore aujourd'hui, le plus gros gouvernement du pays, puis à soi-même plus gros que plusieurs des pays au monde, avait décidé, non, cet hôpital-là va fermer. Fermer un hôpital, il avait fait toute une restructuration, puis celle-là n'était pas fermée. Les tribunaux disent non, on ne peut pas fermer. On demande dans un pays où la Constitution prime. Vous pouvez prendre des décisions, vous pouvez passer des lois, faire des choses, mais vous devez respecter l'entente constitutionnelle. En même temps qu'on envoie la première lettre, on reçoit peu de temps, autour de cette date-là, un nouveau jugement de la Cour suprême du Canada. Puis moi, je dois vous dire que ça fait un bout de temps que j'y pense, là, puis je peux vous le confirmer maintenant. Ça m'a pris peut-être beaucoup, ça fait 25 ans que je pratique, puis je l'ai réalisé il y a peut-être une dizaine d'années. Dieu est francophone. Dieu, en fait, c'est une francophone. Dieu est une francophone. Quand on a plaidé le dossier Montfort, on n'avait aucun argument juridique. Ça, je vous le dis, là, on a émis la déclaration, il n'y avait pas d'argument juridique. Quand la Cour suprême a rendu la décision dans le renvoi sur la sécession du Québec dont je vous donnais, puis il parlait d'un principe non écrit de protection de minorité, là, je dois vous dire là, que c'est notre Dieu francophone qui avait intervenu pour qu'on obtienne un jugement de la Cour suprême du Canada. C'était comme exactement, le jugement est venu exactement quand on avait besoin absolument d'avoir l'argument juridique. L'AEFNB envoie une lettre au ministre. Il ne nous répond pas et on reçoit encore l'intervention divine sur la Cour suprême du Canada. Il nous rend un jugement. Et le jugement, c'est Rose des Vents. Et je dois vous dire, là, le jugement est absolument extraordinaire. Le jugement, c'est un jugement de la Cour suprême d'une situation à Vancouver, Colombie-Britannique. Mais de façon simple, ce que le jugement dit, c'est oui, on a droit à une éducation de qualité égale. Et de la façon qu'on va déterminer ça, c'est ce que la Cour suprême dit, la façon qu'on va déterminer ce que c'est de qualité éducation égale, c'est qu'on va se mettre dans les souliers d'un parent, okay, un parent francophone. Et le parent francophone, il regarde dans son village, dans sa ville, dans sa région, puis il regarde son école francophone ou le système d'éducation francophone, l'expérience éducative que son enfant va recevoir dans le système francophone. Et ensuite, ce même parent-là,
parce qu'il est bilingue, parce que presque tous les francophones sont bilingues. Il regarde à envoyer son enfant à l'école anglaise. Donc, il regarde tout le système, puis ce qu'il offre, quelle expérience éducative est offerte par le système anglophone, avec leurs écoles, leurs gymnases, leurs laboratoires, bla bla bla. Bon, il regarde ça, puis il dit, puis ce parent-là, c'est ce que la Cour suprême a dit, ce parent-là, quand il va prendre la décision, ça ne peut pas être parce que l'expérience éducative dans le système anglophone va être meilleure. Ça ne peut pas être la raison. Donc, il faut que ça soit financé au point que l'éducation qui est offerte en français est équivalente à celle qui est offerte en anglais, parce que ce parent-là n'a pas à sacrifier sa langue et sa culture pour avoir une éducation qui est de qualité équivalente. Bon, ce n'est pas une intervention divine qu'on ait un jugement qui dit ça, comme c'est exactement votre dossier. Bon. Et dans la décision, un autre paragraphe qui est extraordinaire, c'est l'un des traits distinctifs de l'article 23, parce que le droit dont on parle, est qu'il est particulièrement vulnérable à l'inaction ou aux atermoiements des gouvernements. Ça, c'est un gros mot. Bon, finalement, et aux agissements du gouvernement. Le fait de tarder à mettre en œuvre le droit accordé par cet article ou de remédier aux violations de celui-ci peut entraîner l'assimilation et gêner l'exercice du droit lui-même. Comme la Cour l'a déjà indiqué, le risque d'assimilation et d'érosion culturelle augmente avec les années scolaires qui s'écoulent, sans que les gouvernements respectent les obligations que leur impose l'article 23. Pensez-y, là. Ça, c'est le jugement. Ça, là, c'est votre dossier. C'est la situation de Nouveau-Brunswick. On a fait confiance au gouvernement. On a attendu 1 an. On a perdu 1 an. Okay? Donc, le gouvernement a une obligation d'agir avec vigilance, c'est essentiel, et il n'y a pas de vigilance qui se présente maintenant. Donc, la FNB, Philippe et Louise, envoient une deuxième lettre, le 1er mai. Et on réécrit au ministre de l'Éducation, et dans cette lettre, on dit, écoute, on lui rappelle son obligation première de favoriser et de maintenir au Nouveau-Brunswick des services éducatifs de première qualité en français. On lui parle de toutes sortes d'importances, ses obligations. On lui rappelle que 20% des enfants admissibles à l'école française n'y sont pas inscrits, ils sont inscrits dans le système anglophone. 20%, 1 sur 5. Le jeune qui est parti dans le système anglophone, on l'a perdu. Ça, c'est fini. Là. Okay? Écoute, on a de la misère à garder nos jeunes dans nos écoles francophones. Okay? L'inaction du gouvernement était constitutionnelle. Donc, par après, il y a une rencontre avec le ministre. Puis, en effet, le ministre rencontre la EFNB. Et il rencontre la EFNB. Et donc, la discussion se passe un peu comme ça ici. On reçoit la lettre est reçue. Une lettre, le ministre recommande, j'ai eu votre lettre. Mon Dieu, oui. La lettre arrive, l'appel arrive, oui, c'est important, on va se rencontrer. Écoute, on avait déjà prévu de se rencontrer jeudi. Je vais être là jeudi. La EFNB, c'est fantastique. On l'attend, il arrive, des grosses caresses. Est-ce que tu as mangé? Monsieur le ministre, as-tu encore mangé? Il est comme 6 heures. Non, je n'ai pas encore mangé. Philippe dit, écoute, j'ai amené une sandwich. Je peux t'en donner la moitié. Je te donne la moitié de ma sandwich. Le ministre dit, merci beaucoup, mange la moitié de sa sandwich. Oui, je les regrette depuis ça là. Donc, donne la moitié de sa sandwich. Mais écoute, on sait. Tout le monde qui connaît Philippe sait qu'il ne donnerait pas de la moitié de sa sandwich à n'importe qui. Donc, c'est évident que Philippe présumait que ça pourrait être une très bonne réunion. La réunion a fini un peu comme ça ici. L'AEFNB, vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui de m'écrire ça et de me dire que j'ai des obligations, qu'on a des obligations constitutionnelles, etc. L'AEFNB a dit, écoute, on représente les professeurs de ça. Moi, je sais, on vous a envoyé des documents, on a retenu les services de l'avocat. Écoute, on va vous emmener en cours si vous ne réglez pas le dossier, si vous n'êtes pas prêt à nous jaser. Eh bien, on quitte cette réunion-là et on s'est dit, l'AEFNB s'est dit, écoutez, il y a juste une façon que nous autres, on va réussir à régler le dossier avec le gouvernement. Ce que je vous dis, c'est très important.
l'AEFNB depuis le début. Moi, je parle de la première fois qu'ils ont écrit au ministre, la première fois qu'ils ont communiqué avec le bureau du ministre, ils voulaient régler le dossier. C'est pour régler. Il n'y a personne qui va en cours. Il n'y a personne qui va en cours. L'AEFNB ne veut pas en cours. Il n'y a personne qui va en cours. Il y a juste moi qui va en cours. Moi, je vais aller en cours dans n'importe quel dossier. Je ne veux pas que ce soit celui-ci nécessairement. Mais tout ce que je dis, c'est non. Puis moi, je vais vous dire que vous ne voulez pas aller en cours. Il n'y a personne qui va aller en cours. Tu vas en cours, le seul temps que n'importe qui va aller en cours. Moi, je fais du litige dans tous les domaines, pas juste le droit constitutionnel. Je ne suis jamais allé en cours, à moins que c'est absolument obligatoire d'y aller, puis que c'est impossible d'avoir un règlement raisonnable. Je ne suis jamais allé en cours autrement. Sérieusement, parce que quelqu'un me disait, voilà, je n'irai pas. Okay, le seul temps que tu peux aller en cours, c'est quand il faut que tu ailles en cours. On veut éviter d'aller en cours. Donc, on s'est dit, peut-être que la communauté, ce qu'il doit réaliser, puis ce que le ministre ne réalise pas, ce que le gouvernement ne réalise pas, c'est que toute la communauté supporte cette initiative ici. Ce n'est pas une initiative d'une des associations. Tout le monde est d'accord qu'il faut mettre fin à cette inégalité parce qu'on subit des torts irréparables. Donc, on a finalement communiqué avec... ils ont communiqué, ils ont demandé est-ce qu'il y a des gens qui seraient prêts à nous supporter. Et puis, ils ont eu des réponses. Et puis, ce que je peux vous dire, c'est que je vais prendre le temps, parce que je veux vous nommer qui a donné des réponses. Parce que ceux qui sont ici, qui ont donné des réponses, vous savez que vous autres, vous avez donné des réponses. Vous ne savez pas peut-être qui d'autre a donné des réponses. Chaque organisation que je vais nommer supporte l'initiative, l'importance finalement de ce que l'AEFNB veut réaliser. C'est important que le gouvernement accepte de respecter ses obligations constitutionnelles pour offrir une éducation de qualité égale. Et s'ils ne le font pas, c'est essentiel qu'un juge les force de respecter leurs obligations. Les associations dont je vais nommer font toutes sortes de choses dans différents domaines. Mais, et je cite du dossier Montfort, toutes les institutions sont essentielles à la communauté francophone et ils ont un rôle plus large que le rôle spécifique qu'ils jouent parce que ça comprend notamment le rôle de maintenir la langue française, transmettre la culture francophone et favoriser la solidarité au sein de la minorité. Monsieur Bourque, est-ce que je me trompe, c'est-tu Gilles Bourque? Oui. Gilles Bourque, il est où Gilles Bourque? Je vais te citer Gilles, j'espère que ça ne fait rien. Gilles a participé à une conférence téléphonique, puis il a mentionné, il a dit, écoutez, moi, je suis un des vieux de la vieille. Je ne sais pas, je te cite bien. Il a dit, moi, je suis un des vieux de la vieille. Il a dit, puis moi, je peux vous dire que je n'ai jamais vu de la solidarité comme on a dans ce dossier-ci, qui est piloté par l'AEFNB depuis 1981, quand on a passé la loi qui reconnaissait l'égalité des deux communautés. Donc, les organisations qui supportent l'initiative, l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick, signée par Chantal Varin, directrice générale, 1500 membres. La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, signée par Marc-André Leblanc, 9500 membres. La Fédération des étudiants et étudiantes, tout ça, c'est tous des organisations qui supportent entièrement l'initiative de la l'AEFNB jusqu'à la fin. Obtenez le règlement, si vous pouvez l'obtenir, on veut un règlement raisonnable, sinon jusqu'à la Cour suprême du Canada. La Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton, 3500 étudiants. Société des enseignantes et des enseignants retraités francophones de Nouveau-Brunswick, 2000 étudiants. 2000 retraités. Mais en effet, c'est des étudiants de la vie. Le Conseil pour le développement de l'alphabétisation et des compétences des adultes du Nouveau-Brunswick, signé par Chantal Grosjean. J'ai oublié de mentionner que c'est Sonia Roy qui a signé pour l'Association des retraités. L'Association des universités du troisième âge du Nouveau-Brunswick, signé par Jean-Marie Rousseau, président, 2400 membres. La Fédération des conseils d'éducation du Nouveau-Brunswick, signé par Gérard McCann, 30 000 membres. Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, signé par Liane Roy, 8400 membres. La table de l'éducation du Forum de concertation, évidemment, là, on a 30 000 membres. Le district scolaire, ça c'est signé par Ghislaine Fulham. Le district scolaire Franco-Sud, 12 400 élèves, signé par Gilles Bourque. Le district scolaire Nord-Est, signé par Jean-Guy Rioux, 10 000 élèves.
Le Conseil scolaire francophone du Nord-Ouest, signé par Richard Landry, 5500 élèves. L'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick. Et ça, je dois vous dire là, que cet appui est très important, surtout dans une situation ici où je peux dire que leur appui est important parce qu'elle a beaucoup surpris plusieurs autres intervenants qui ne pensaient pas que cette association-là, finalement signée par les deux, Philippe Beaulieu, président, et Carmen Gibbs, montraient au front avec nous et ils sont là avec leurs 250 morts. Égalité santé en français qui mène un combat depuis plusieurs années dans le domaine de la santé, signé par le Dr Hubert Dupuis. L'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, signé par Roger Doiron, 49 municipalités. La Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick, qui représente la communauté francophone, signé par Jeanne d'Arc-Audet. L'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, signé par Roger Martin, 5000 membres. Le Théâtre L'Escouade, l'Escouette, on va recommencer. Le Théâtre L'Escouette, signé par Pauline Bourque. L'association des... excusez-moi, le conseil, le CPSC, Centre culturel et historique. On va le faire celui-là, je l'ai dit. Conseil convention des sociétés culturelles. Ça, signé par Vicky, je m'excuse de ça, j'ai juste l'initiale sur ma tête, signé par Vicky Caron et Marie-Thérèse Landry. Ensuite, l'appui de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, la Fédération nationale, qui représente 28 conseils scolaires francophones à l'extérieur du Québec, 150 000 élèves, 630 établissements scolaires. Et puis, nous avons reçu, en effet, une lettre, une autre lettre, dont en effet c'est celle de l'Escouade. Une seconde. Excusez-moi, le dernier. Et puis, en effet, c'est intéressant parce que les deux derniers, c'était des associations, des organisations nationales. La Commission nationale des parents francophones, signée par Véronique Legault, Ghislaine Pilon. Donc, félicitations à chacune de vos organisations.